Bonjour tout le monde. Vraiment super content de vous voir ici sur place au 3IT. Puis aussi merci aux gens qui se sont connectés en ligne pour cette première conférence de la série Ingéniosité sans frontières. Je me présente, je m'appelle François Thibault. Je suis agent de recherche et développement ici au 3IT. Qu'est-ce que je fais? J'aide au développement de communautés de recherche vivantes. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être votre animateur aujourd'hui. La série de conférences Ingéniosité sans frontières, c'est une nouvelle initiative qui est portée par la direction du 3IT. Puis je tiens à souligner la présence de professeur Paul Charette, qui est le directeur scientifique du 3IT, qui est avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vise à faire, ces conférences-là? C'est aller élargir nos horizons sur l'innovation, la créativité, sur le génie, bref, l'ingéniosité. Alors, jusqu'en juin prochain, on aura à tous les mois et demi, 2 mois, une présentation sur des sujets qui sont d'actualité pour tout le monde, qui nous font sortir parfois de nos zones de confort, et ce sera toujours dans le plaisir avec des grands communicateurs et vulgarisateurs, communicatrices, vulgarisatrices scientifiques. Aujourd'hui, on commence cette série-là avec professeur François Grondin de la Faculté de génie, qui est chercheur membre du 3IT et qui est également membre du groupe de recherche Introlab. Oui, c'est ça. As-tu d'autres affiliations, liste de ton CV que tu voudrais qu'on épande ici? Non, c'est bien correct comme ça. C'est bien correct comme ça, c'est génial. Alors, je suis vraiment content qu'on l'ait pour une deuxième fois. Si vous n'aviez pas vu sa première présentation il y a 2 ans sur ChatGPT, allez sur YouTube, tapez son nom, ChatGPT, et vous allez voir qu'aujourd'hui, on aura du bon calibre pour nous aider à comprendre ce que sont les agents d'IA basés sur les grands modèles de langue. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Comment ça fonctionne? C'est quoi les enjeux? Et à quoi est-ce qu'on peut appliquer ces nouveaux outils? Alors, je souhaite la bienvenue à François. Le micro est à toi. Puis, grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Donc, les gens m'entendent à distance, j'imagine. Tout est bon. OK, alors, merci à tout le monde d'être quand même en grand nombre. Ça sent bon ce midi. C'est parfait. Ça veut dire qu'on a réussi à aller chercher beaucoup de monde, malgré le fait que vous êtes sur votre pause. J'apprécie le temps que vous prenez. Comme François l'a mentionné, la présentation que je vais faire aujourd'hui, ça s'inscrit un peu dans la suite d'une présentation que j'ai faite il y a presque 2 ans maintenant. Mais je vais quand même faire un petit retour sur certains des éléments que j'ai couverts initialement pour être sûr qu'on part tous avec des bases communes. Puis après, on va avancer un peu sur le sujet de l'heure qui est les agents IA. Ce que j'aime bien faire quand je commence une présentation, c'est un peu essayer de cadrer vers quoi on se dirige, c'est quoi le but de cette présentation-là. Une présentation assez courte, somme toute, et qui se veut une vulgarisation. Donc, j'essaie d'amener certains éléments qui sont importants, je crois, à la lumière de ce qui a été utilisé et mis de l'avant dans la dernière année en intelligence artificielle, c'est-à-dire les agents d'IA. Il y a 2 ans, quand je suis venu parler, j'ai parlé des larges modèles de langage, de langue. On ne sait jamais comment exactement traduire l'expression, mais les LLM de leur acronyme qu'on utilise, et les agents d'IA. On va essayer de comprendre comment les agents fonctionnent et voir quelques exemples. Je pourrais vous parler de la théorie longtemps. Des fois, d'avoir un exemple, je pense que c'est plus facile de vraiment mesurer la portée de la technologie. Ce qu'on ne pourra pas faire dans la présentation aujourd'hui. Mes collègues qui veulent utiliser un agent IA pour faire une demande de subvention, je ne suis pas en mesure de vous dire si ça va fonctionner ou si ça va nous remplacer comme professeur ou scientifique. Il y a plein de solutions en ce moment sur le marché. Tout le monde essaie de mettre de l'avant un genre d'agent qui va être original, qui va se démarquer. On n'est pas dans. J'essaierai pas aujourd'hui de vous pousser des solutions pour vous dire telle compagnie, c'est vraiment eux qui ont compris comment ça fonctionne, puis c'est avec eux qu'il faudrait aller. Je sais qu'un des risques qui émerge de plus en plus, puis je crois que c'est un risque c'est une inquiétude qui est justifiée à certains égards, c'est les gens disent est-ce que ça va nous remplacer? Est-ce que les agents d'IA vont venir prendre des emplois? Il y en a certains qui vont dire bien, c'est déjà commencé, donc la réponse c'est oui. Je pense que l'optique d'un agent d'IA, comme vous allez le voir, c'est plus un assistant qu'un remplacement.
mais je crois quand même que la question demeure d'actualité, puis ça serait très prétentieux si j'avais la réponse aujourd'hui, puis je vous disais on va répondre à ça ensemble, je n'ai pas la réponse. Puis récemment, il y a eu aussi, je pense que la discussion est allée même un peu plus loin. On a eu des grands acteurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, je pense au professeur Bengio à Montréal, mais plein d'autres, qui ont, qui ont émis certaines réserves, qui ont dit que peut-être qu'en ce moment, la vitesse à laquelle les choses vont, c'est trop rapide. Peut-être qu'on doit prendre un temps d'arrêt, peut-être qu'on doit légiférer. Il y a toutes sortes d'inquiétudes qui sont, à mon avis, justifiées. Puis toutes sortes de suppositions aussi et de scénarios catastrophes qu'on pourrait entrevoir. Je n'ai pas non plus la réponse pour ça. Je vais essayer de vous donner des outils pour comprendre le phénomène, puis je vais vous laisser ensuite vous faire votre propre opinion. Mais je crois quand même que ces gens-là, il faut les écouter. C'est quand même des pionniers, ils connaissent le domaine, puis ils amènent des points de réflexion qui sont importants. Je vais faire un petit résumé quand même de certaines notions, comme je disais au début, qui venaient de la présentation précédente, pour qu'on parte tout un peu de la même compréhension de ce qu'est un modèle de langage LLM auquel on fait référence. Je reviens à le traitement naturel du langage. Je ne crois pas vous apprendre quelque chose si je vous dis que c'est un domaine de recherche qui ne date pas des 5 dernières années. Donc, oui, on en entend parler beaucoup depuis l'avènement de ChatGPT et les outils dans le genre, mais, par exemple, ça fait très longtemps qu'on a des outils pour faire de la traduction de texte. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle qu'au début d'Internet, dans les premières choses qu'on utilisait, c'était des outils pour passer du français à l'anglais sur des sites là, comme... je vais peut-être dire mon âge en disant ça, mais Alta Vista ou après ça Google, c'était des outils qui fonctionnaient correctement, on va dire ça comme ça, qui n'étaient pas parfaits, mais qui nous permettaient quand même d'aller chercher le sens d'un texte qui n'était pas dans une langue qu'on connaissait très bien. Et c'était des outils qui étaient basés beaucoup sur des règles qu'on tentait d'écrire. Donc, on avait des experts qui allaient prendre le temps d'écrire certaines règles et essayer de faire une traduction avec ces règles-là, comme un humain aurait un peu tendance à le faire intuitivement. Donc, dans les tâches qu'on avait, typiquement, on rentrait une phrase et on sortait une traduction. Et on voyait un peu le processus comme étant une séquence de mots avec un début, SOS, Start of Sequence, une fin, End of Sequence, des mots à l'intérieur. Puis le modèle qu'on créait, dans ce cas-ci, c'était des experts qui allaient écrire les règles. On tentait de produire une séquence en sortie qui allait être la traduction de ça. Évidemment, les séquences pouvaient être très longues, on pouvait avoir des textes complets, mais le concept restait essentiellement le même. Donc, traitement naturel du langage, c'est une des tâches qu'on peut faire de la traduction. On peut faire d'autres tâches comme résumer un texte, aller trouver de l'information dans un texte. Bref, tout ce qui touche à jouer avec une séquence de mots pour pouvoir produire un résultat, produire une nouvelle séquence, peu importe. Et une des façons qu'on a attaqué le problème d'un point de vue, je dirais, mathématique, il fallait essayer de formaliser le problème, c'est qu'on a développé un système de jetons. En anglais, vous avez vu l'expression token qui est utilisée beaucoup, où est-ce qu'on a attribué des valeurs numériques à différents mots pour qu'en réalité, le problème mathématique, ce soit de recevoir un vecteur de différentes valeurs numériques et devoir produire en sortie un nouveau vecteur avec de nouvelles valeurs numériques, ces valeurs-là correspondant à des jetons qui, au final, représentent un texte. J'ai simplifié ici les jetons en mettant des mots complets, un mot par jeton. Si vous connaissez un peu là, les bases du traitement naturel du langage, vous me diriez, mais en fait, les jetons, c'est souvent plus des sections de mots parce qu'on a toutes sortes de suffixes et de préfixes dans la différentes langues qui vont être utilisés. Par exemple, pré et post sont des expressions que je vais retrouver énormément dans plein de mots. Donc, on leur attribue des jetons spécifiques parce que ça a un sens en soi d'avoir ce préfixe-là, par exemple, devant une expression. Mais l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'on représente le texte par des jetons. Les jetons, c'est des valeurs numériques.
et on rentre une séquence de valeurs numériques et on veut obtenir une séquence de valeurs numériques à la sortie. Le point, par exemple, que vous voyez est également un jeton. Donc, on va au-delà du texte qui est uniquement des mots, on est vraiment plus dans des chaînes de caractères. OK. Ça va jusque-là? Bon. Problème qui peut sembler simple, mais qui ne l'est peut-être pas forcément, parce qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on associe ce qu'on appelle des plongements à chaque élément du texte. Les plongements, c'est une belle traduction française pour embeddings en anglais. Donc, vous avez probablement plutôt vu l'expression embeddings, mais j'essaie de trouver les traductions quand elles existent. Et on va essentiellement rentrer une série de jetons, comme je le mentionnais, et on va également encoder la position de chacun de ces jetons-là dans la séquence, parce que dans le texte qu'on a, dans les textes qu'on écrit, qu'on lit, la position des mots est également importante. Ce n'est pas juste le contenu d'avoir un mot dans un texte quelque part. Le chien mange le chat versus le chat mange le chien. C'est les mêmes mots, mais un ordre différent qui veut dire quelque chose de complètement différent. Donc, on va rentrer cet ensemble-là de vecteurs-là dans un réseau de neurones. Et une des choses qu'on va tenter de faire, c'est qu'on va pouvoir tenter de prédire le mot le plus probable à la suite d'une séquence qu'on a donnée au réseau de neurones. Le réseau de neurones, un gros modèle mathématique essentiellement. Le réseau de neurones, c'est l'architecture qu'on utilise, mais ça pourrait être n'importe quel modèle mathématique qu'on peut concevoir. Sa tâche serait de prédire le prochain élément de la séquence. Puis, ce serait une façon de voir si on est capable de générer des séquences qui sont réalistes, qui sont possibles. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on écrit quelque chose, quand vous avez ChatGPT, Copilot, peu importe l'outil, qui génère du texte et que vous voyez le texte défiler sous vos yeux, qui est la réponse à votre question, en réalité, ce qui se passe, c'est que vous rentrez une requête, qui est votre question ou votre phrase pour débuter, et vous l'envoyez dans un réseau de neurones qui utilise habituellement l'architecture du transformer, qui est une architecture très couramment utilisée depuis, je dirais, techniquement depuis 2017, quand le premier article est sorti, mais disons que ça a été vraiment mis de l'avant dans les 5 dernières années avec les grands modèles de langage. Et le transformer en français, son rôle, c'est essentiellement de prendre une séquence de nombres, de se prendre le vecteur d'entrée et de produire une sortie, qui va être le prochain jeton, et ensuite, de façon récurrente, reformer une nouvelle séquence en incluant ce nouveau jeton et le retourner dans le modèle pour prédire le jeton suivant et répéter l'opération jusqu'à temps qu'on arrive au jeton fin de la séquence, qui veut dire tu dois arrêter de récursivement produire une sortie. Donc, quand on utilise un modèle de langage, essentiellement, ce qui se passe sur les serveurs à distance ou sur votre ordinateur personnel, si vous avez installé un modèle de langage, vous avez un ordinateur assez puissant, c'est qu'on répète ce processus-là d'utiliser une séquence, générer un jeton, agrandir la séquence, régénérer le prochain jeton, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin. Bon, ça a l'air magique. Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi on est capable de générer des jetons qui ont un sens ou qui logiquement vont être la prochaine étape de notre séquence? Bien, c'est qu'en fait, on a entraîné ces modèles-là initialement. Et pour les entraîner, là, je reviens à GPT parce que maintenant, évidemment, on est avec plein d'ensembles de données qui sont présents sur toutes sortes de plateformes. Mais quand on a commencé avec GPT, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait le Common Crawl, qui était essentiellement un téléchargement d'une partie d'Internet qui avait été stocké sur des serveurs. On avait le contenu de Wikipédia qui avait été absorbé. On avait des réseaux sociaux, donc par exemple Reddit qui avait été utilisé. Des datasets avec des livres, donc de la littérature qui est populaire ou moins populaire, mais qui a été archivée, qu'on a utilisée. Et on présentait, à partir de ce contenu-là, on présentait une séquence de jetons à notre modèle. Et volontairement, on présentait, par exemple, je donne des chiffres qui ne sont pas nécessairement les vrais, mais 10 jetons, puis on disait
Le 11e jeton, je vais le masquer. Je le connais parce que j'ai la phrase complète, mais je vais volontairement le masquer. Je vais présenter à mon modèle les 10 premiers jetons et je vais tenter de l'entraîner pour qu'il puisse produire le jeton manquant. Et puisque je connais la réponse et que je masque volontairement ce qui doit être produit, bien, j'évalue la prédiction de mon modèle. Évidemment, au tout début, le modèle prédit des choses pratiquement aléatoires et je tente de modifier les paramètres de mon modèle pour réduire la distance entre la prédiction qui a été effectuée et la cible que j'avais en tête, pour qu'éventuellement, il soit capable de prédire quelque chose qui soit de plus en plus proche de la cible que j'ai. Donc, on appelle ça de l'apprentissage supervisé, parce que je connais la réponse et je compare la prédiction avec la réponse et je me tente de m'améliorer comme ça. Et là, imaginez qu'on répète ce processus-là sur des milliards de phrases avec une base de données immense, avec un modèle qui a également beaucoup de paramètres. On arrive éventuellement à quelque chose qui parvient à prédire des mots qui sont liés au texte qu'on avait initialement envoyé à notre modèle. Donc, c'est comme ça que les modèles de langage, initialement, ont été bâtis. Puis, vous avez probablement, ou peut-être pas, entendu parler de toutes sortes de controverses, comme le fait que les jetons que je suis allé chercher en ligne, les auteurs de ces œuvres-là qui ont été utilisées pour entraîner le réseau n'ont pas forcément donné leur accord. Donc, il y a déjà un problème éthique si j'utilise des données qui sont présentes en ligne pour entraîner un modèle, mais les gens qui ont produit ces données-là ne sont pas au courant. Donc, il y a eu toutes sortes de discussions et d'accrochages avec les compagnies qui faisaient ce genre d'entraînement-là. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais vous comprenez un peu la portée de la chose, de dire, bien, de toute façon, ils ont besoin des données pour produire quelque chose d'utile. Ils ne consultent pas les auteurs. On a déjà un élément ici qui peut créer des questionnements. Maintenant, ça, c'est un LLM classique. Ça, c'est si on revient c'était en 2000, c'est décembre 2022, je crois, novembre 2022, que ChatGPT est sorti. Novembre 2022, je me souviens, moi, comme plusieurs d'entre vous, je me suis garroché en bon français sur la démo pour essayer de voir ce que ça pouvait faire. Une des choses que je faisais qui m'agaçait, c'est que je posais des questions, par exemple, sur l'actualité qui venait de surgir, de survenir dans les derniers mois. Et le modèle me répondait, je ne suis pas en mesure de te répondre parce que les données que j'ai utilisées pour mon entraînement arrêtent à telle date et je n'ai pas d'informations sur ce qui s'est produit plus tard. Et là, j'ai compris qu'en fait, le réseau de neurones avait une certaine connaissance du monde qui était figée dans le temps, comme si on avait pris une capture d'écran d'Internet à un moment précis, et qui ont posé des questions. Il était capable de faire certains raisonnements, c'est intéressant. Il était capable de me parler d'ouvrages. Si je lui demandais de me parler de l'œuvre des Misérables de Victor Hugo, c'est assez intemporel maintenant. Mais il n'était pas capable de me parler de choses qui étaient plus récentes. L'autre chose qu'il avait de la misère à faire, c'est qu'il avait de la misère à me parler de choses très spécifiques. Si je commençais à poser des questions sur, par exemple, l'Université de Sherbrooke, puis demander des questions sur combien il y a de personnes dans tel département, à un moment donné, ça devenait trop spécifique, et là, il hallucinait. Il inventait des choses, il allait dire, bien, il doit y avoir tant de personnes, parce que, à un moment donné, le contenu qui était disponible en ligne ne pouvait pas couvrir avec une précision aussi importante des détails, même si pour nous, ce n'est pas un détail parce qu'on est la communauté, mais prenons un modèle qui connaît tout ce qui se passe sur la Terre, à un moment donné, il est limité. Donc, une des solutions, à l'époque, naïve, c'est de dire, bien, on va réentraîner à chaque fois le réseau de neurones quand des nouvelles données vont arriver. À chaque mois, on va remettre à jour notre base de données puis on va l'entraîner. Bon, oui, théoriquement, ça pourrait être une solution. Vous comprendrez que ce n'est pas une solution pratique parce qu'entraîner un réseau de neurones, c'est excessivement dispendieux en termes de calcul et d'infrastructure et de temps. Notre monde, de toute façon, change à chaque jour. On est connecté en ligne, on a des tweets, on a des journalistes qui produisent des articles heure après heure, qui couvrent des dossiers. Impossible d'avoir un réseau de neurones qui peut suivre le contenu de façon aussi dynamique. Puis quand on y pense, bien, l'intelligence, c'est aussi de pouvoir s'adapter au changement. Avoir juste une grosse bibliothèque qui a du contenu, mais qui n'arrive pas à composer avec les changements à haute fréquence qui se produisent. J'ai de la misère à appeler ça de l'intelligence. Je pense que ça devient comme un genre d'Internet
amélioré, mais ça reste encore très, très statique. Donc, c'est là qu'on a commencé à faire ce qu'on appelle la génération à enrichissement contextuel, qui est une façon traduite de représenter l'acronyme RAG. On a réalisé que, comme je disais, on ne pouvait pas avoir l'information mise à jour constamment, puis on ne pouvait pas avoir de l'information spécifique pour des domaines très, très, très particuliers, mais qu'il y avait peut-être un entre-deux qu'on pouvait faire, c'est-à-dire on pouvait prendre un ensemble de données plus adapté aux problèmes qu'on a en tête et utiliser un LLM pour aller chercher l'information à travers cet ensemble de données-là et créer des réponses sur mesure qui seraient alignées avec le contenu qu'on avait, qui était en ligne, qui était plus dynamique. Faire une histoire courte, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a créé des méthodes pour encoder les séquences de jetons, les embeddings dont je parlais tout à l'heure, où on va ingérer du contenu. Donc, on va prendre, par exemple, des pages. Je suis une entreprise, j'ai, je ne sais pas moi, la convention collective de mon entreprise. Je vais l'envoyer article par article dans un engin d'ingestion. Donc, je vais extraire des séquences, je vais produire des embeddings et je vais créer une base de données avec ces embeddings-là. Et ensuite, quand quelqu'un va poser une question, par exemple, combien de vacances puis-je avoir si je travaille depuis 6 ans au sein de l'entreprise? Cette question-là, cette requête-là, va également être encodée par le même processus et je vais créer des vecteurs denses qui vont représenter d'une certaine façon le contenu textuel ou le sémantique de la question et des réponses et je vais faire une recherche de similitude. Je vais essayer de voir si la question que j'ai posée, avec les éléments que j'ai mentionnés dans ma question, s'il y a des vecteurs dans ma base de données qui sont rapprochés, qui sont proches de cette question-là, pour aller extraire l'information. Et ensuite, je vais retourner à mon LLM, je vais prendre ces articles-là beaucoup plus précis, je vais les concaténer avec ma requête et je vais faire, en anglais, un prompt, c'est-à-dire une séquence de jetons qui contient à la fois ma question, à la fois les articles de réponse précis, et je vais demander à l'engin de LLM de générer une réponse basée sur ce contenu-là contextuel que je viens d'offrir à l'engin. Donc, c'est comme si quelqu'un avait fait une recherche pour vous, vous avez mis les articles importants, vous avez mis la question, puis vous avez dit, bien, écrivez une réponse dans des mots clairs par rapport à l'information très spécifique que je vous ai donnée. Donc, on utilise le LLM pour générer la réponse, pour aller faire une synthèse, mais le LLM en soi n'a pas l'information dans son réseau. L'information vient d'une source externe. OK? Question babette, pourquoi je ne pourrais pas juste prendre tout le contenu de l'entreprise, le mettre dans la requête, puis mettre la question, puis générer la réponse, selon vous? C'est quoi la limite que j'ai de façon pratique? Vous avez une idée? Le token window, le prompt window. La taille de mon contexte. Le nombre de jetons que je peux passer à un LLM est limité. Initialement, c'était quelques milliers. Là, on est plus dans les centaines de milliers, je crois, que les dernières architectures. Ça continue d'augmenter, mais ça reste que plus j'augmente la fenêtre, plus mon contexte est important, plus ça demande un effort considérable. De la même façon que je ne pourrais pas simplement mettre sur la table 15 livres, puis vous dire, trouvez l'information dans les livres, puis sortez. Vous devriez passer à travers les livres, sortir les informations importantes, puis après ça, faire un résumé ou faire une réponse qui se tient. Donc, cet exercice-là est nécessaire parce qu'on est limité en termes de fenêtres de jetons qu'on peut envoyer dans un LLM. Donc, si je fais un exemple complètement aléatoire à propos d'un organisme que je connais peu, l'Université de Sherbrooke. Admettons que j'aurais la tâche d'amener l'intelligence artificielle à l'Université de Sherbrooke et on me disait on aimerait ça avoir un système RAG à l'université. Personnellement, la première chose que je ferais, c'est que je prendrais toutes les pages web de l'Université de Sherbrooke où il y a de l'information et je les scinderais en blocs de contenu et je ferais de l'ingestion pour créer les fameux vecteurs dont je parlais tout à l'heure.
Et ensuite, quand j'irai sur le site de l'Université de Sherbrooke, j'aurai un assistant qui s'ouvrirait et je pourrais taper ma question. Par exemple, je veux savoir combien coûte un permis de stationnement pour une année complète sur le campus. Je pose la question, le système en cas de ma requête va vérifier dans la base de données, trouve une page qui semble avoir une réponse à la question avec différents types de permis. Le LLM est capable d'analyser le contenu pour aller chercher l'information et me retourne une réponse. Il y a 2 types de permis, le jaune et le vert. Chacun coûte tant et tant. Et j'ai ma réponse et je n'ai pas besoin d'aller nécessairement plus loin. Ou du moins, j'ai déjà une réponse rapide sans avoir à chercher à travers des articles dans le site Web. Les entreprises comme Microsoft introduisent de plus en plus ce genre de solution-là dans votre environnement Teams. Ceux qui ont joué avec ça, vous le savez, vous pouvez dire, dans les conversations que j'ai eues la semaine passée avec tel groupe, peux-tu me trouver, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui avait été décidé comme prochaine date de rencontre? Et là, l'engin va essentiellement utiliser votre contenu personnalisé pour faire une recherche et générer de quoi. Donc, c'est une forme d'agent dans le sens que ça nous permet d'aller chercher du contenu spécifique qui est dynamique, qui est personnalisé aux besoins qu'on a. Mais ça reste quand même, d'une certaine façon, un accès à des données. Je veux dire, je pose une question, j'obtiens une réponse, je pose une nouvelle question, j'obtiens une nouvelle réponse. Donc, c'est vraiment comme un agent de recherche qui a été amélioré, qui est plus personnalisé, mais l'interaction se limite à ce genre de questions-réponses, questions-réponses. Un humain qui interagit avec son environnement, ce n'est pas juste quelqu'un qui pose des questions et qui obtient des réponses. C'est quelqu'un qui est capable de raisonner. C'est quelqu'un qui peut avoir une mémoire à court terme. Donc, ce que je suis en train de faire en ce moment, j'ai dans ma tête des notions que je mémorise. Je sais, mon café est ici, j'ai placé mon ordinateur ici, je me tiens dans telle pièce. Puis, j'ai la mémoire à long terme aussi. Je sais, aujourd'hui, voici ce que je m'en fais, ce que je m'en vais faire. Il y a 1 an, j'ai de les souvenirs aussi. Fait que tout ça m'amène à prendre des décisions puis à interagir avec mon environnement. Je peux le percevoir, mon environnement. J'ai des sens, vision, audition, etc. Puis je peux agir sur mon environnement. Donc, je ne suis pas juste comme une entité passive qui regarde ce qui se passe puis qui analyse, mais je vais poser des actions qui vont à leur tour influencer l'environnement. C'est cette interaction-là qu'on considère comme étant un agent. Donc, un agent, c'est quelqu'un qui pose une action dans un environnement et qui reçoit une réponse et qui réitère avec une nouvelle action et il y a une espèce d'échange qui se construit comme ça. Puis c'est comme ça qu'on arrive, en tant qu'humain, à atteindre les objectifs, à comprendre ce qui nous entoure. Les agents, ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas des LLM. Les agents, ça date de très longtemps. Dans notre laboratoire, IntroLab, question de faire un peu de publicité, on fait de la robotique. La robotique, les agents en robotique, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Parce qu'un robot, essentiellement, c'est une machine intelligente, du moins on l'espère, qui interagit et qui va modifier l'environnement et qui va devoir s'adapter à ce qui est perçu puis les effets que les actions vont avoir sur l'environnement. Donc, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on a une capacité de raisonnement beaucoup plus avancée que ce qu'on avait il y a 10-15 ans, où on avait des agents, où on écrivait souvent les règles à la main avec des experts qui essayaient de trouver des façons de guider le robot à interagir avec son environnement. Là, on a maintenant un LLM, que ce LLM-là est capable d'analyser des choses, de générer du contenu, de vraiment prendre des décisions qui sont beaucoup plus fines et précises que ce qu'on avait dans le passé. Puis, je compare toujours un peu l'architecture au corps humain. On a un cerveau, on a une capacité de raisonner, on a une mémoire. On a des organes qui sont nos sens, qui sont nos actionnaires, puis on a un tronc cérébral qui nous permet d'envoyer des commandes à nos organes puis de percevoir certains sens. Bon, je ne suis pas biologiste, je prends des raccourcis, je suis d'accord que le corps humain, ce n'est pas aussi simple que ça, mais vous comprenez quand même l'espèce d'architecture générale qu'on peut retrouver chez un être vivant. Bien, ici, on peut l'avoir avec un logiciel où, en réalité, le LLM va faire certaines requêtes. Il va avoir des outils qu'il va pouvoir utiliser. Et les outils, ça peut être aussi
directs que des logiciels. Par exemple, sur mon ordi, je peux envoyer des courriels, je peux avoir accès à mon calendrier, je peux envoyer des messages textes. Donc, ces outils-là me permettent d'interagir avec mon environnement en tant qu'utilisateur. Pourquoi je n'autoriserais pas un logiciel qui utilise un LLM à également interagir avec mes outils? Donc, je l'amènerai à poser des actions et à pouvoir faire autre chose qu'être simplement en train de répondre à des questions. Le défi qu'on a, en fait, ça existe, des agents qui utilisent des outils comme ça. Un des défis, c'est qu'il faut connaître les API, donc les interfaces logicielles, pour pouvoir interagir avec ces différentes composantes-là d'un système informatique. Donc, c'est quelque chose qui se fait. Il y a des entreprises où ils ont des suites d'outils qui peuvent être interfacés ensemble, qui vont utiliser des agents pour dire, par exemple, va lire mes courriels. Si j'ai un courriel qui est une facture que quelqu'un m'a envoyée, prends la facture puis envoie une commande à Excel pour ajouter le montant qui a été facturé dans un tableau. Comme ça, on va faire une mise à jour de notre livre de comptabilité puis on va garder un suivi de ce qui a été acheté, par exemple. Ou là, je suis malade aujourd'hui, donc je disais à mon agent, je suis malade. Regarde mon calendrier puis envoie des courriels à chaque personne avec qui j'avais des réunions aujourd'hui pour leur expliquer que je suis malade et qu'ils vont pouvoir me réécrire dans quelques jours pour qu'on reprenne notre rencontre qui était prévue, etc. Donc, l'agent se trouve à un peu se promener entre les différentes structures logicielles et faire un travail où il va prendre des actions et il va prendre des décisions basées sur ce qu'il va obtenir. Ce qui est encore plus intéressant, à mon avis, c'est qu'on peut également utiliser des agents pour produire du code logiciel. Donc, les LLM ont été entraînés sur des ensembles de données très grands qui comprenaient notamment des répertoires de code mis en ligne, par exemple, sur des plateformes comme GitHub et autres, où c'est du code ouvert. Et je peux donc demander à mon LLM de générer du code. Je vais dire Python ici parce que c'est peut-être un des langages les plus utilisés maintenant. Et c'est également un langage qui n'a pas besoin d'être compilé, qui est interprété. Donc, je peux demander à l'LM, génère-moi du code pour faire telle tâche et exécute le code une fois que tu l'as généré pour que la tâche s'accomplisse. Donc, je permets à mon agent d'utiliser la connaissance qu'on a comme programmeur pour créer des actions qui vont pouvoir prendre place immédiatement. Puis j'ai un peu une infinité de possibilités à partir du moment que j'écris du code puis que je peux exécuter ce code-là. Donc, de plus en plus, les agents, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont générer du code et l'exécuter pour accomplir des tâches. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'un agent qui est limité, vous allez comprendre pourquoi. On va regarder après ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Je suis une entreprise, j'ai une boîte vocale et je vends un produit quelconque. Les gens peuvent appeler, laisser un avis ou laisser un message sur la boîte vocale. Et moi, j'aimerais ça que, par priorité, les messages qui sont un avis négatif, une plainte, quelque chose qui n'a pas fonctionné, que ça soit annoté automatiquement pour que ça sonne directement sur mon cellulaire en tant que PDG de l'entreprise parce que je ne veux pas que les gens soient non satisfaits. Donc, j'ai besoin d'un outil qui va faire ce tri-là pour moi. Les gens appellent, parlent dans un communiqué de téléphone, ils parlent en langage courant. J'ai besoin d'interpréter ce fichier audio-là. Et ensuite, j'ai besoin de savoir c'est quoi le contenu du message. Est-ce que c'est un avis positif ou négatif? C'est-tu quelqu'un qui veut juste dire qu'il est content puis que je n'ai pas de suivi à faire ou c'est quelqu'un qui a besoin que j'adresse la situation? Donc, ce que je pourrais faire, tout simplement, c'est prendre un LLM et lui dire tu vas prendre en entrée une requête qui est la requête suivante, que j'ai écrit dans des termes très, disons, simples. J'ai dit, je vais te donner un nom de fichier, et ce nom de fichier-là va être remplacé par les fichiers qui vont arriver dans mon serveur, dans ma boîte vocale. Et j'ai dit, tu vas le convertir en texte en utilisant un API qui existe, Whisper, qui est un API de OpenAI. Tu vas regarder le contenu et tu vas décider si c'est positif ou négatif. Et selon ce que tu vas avoir décidé, tu vas le mettre dans un fichier, un tableau. Tu vas mettre l'indicateur si c'est positif ou c'est négatif. Puis après ça, je pourrais dire, bien là, tu vas dans le tableau, puis tu vas chercher les avis négatifs et tu fais autre chose avec. Donc,
je pourrais dire, bien, dans le fond, l'LLM, tout ce qu'il fait, c'est générer un code Python puis l'exécute. Ce n'est pas vraiment un agent. C'est comme un aide à générer du code. Si je produis ce code-là, et que je regarde ce que ça donne, c'est peut-être un peu petit. Bon, pas tout le monde ici qui sont des gens qui font de la programmation, mais si je résume un peu ce qui se passe, dans un premier cas, on va aller chercher le fichier et on va appeler l'outil de Whisper pour pouvoir convertir l'audio en texte. Le problème, c'est qu'ensuite, dans ce code-là, il dit, bon, ben là, je vais essayer de classifier le texte. Et là, il a dit, ben, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais mettre des mots-clés. Bien, excellent, super, génial, ou mauvais, horrible, nul, insatisfait. Puis, je vais utiliser ça pour le classifier. Bon, je pourrais appeler puis dire, ouais, c'est pas super ton service. Moi, je pensais que ça allait être génial puis être parfait. Puis finalement, je suis vraiment pas satisfait. Puis là, il penserait que c'est quelque chose de très bien, puis ça passerait sans avoir été identifié correctement. Donc, je vois ici que je pense que j'aurais besoin de mon agent à un certain point qui retourne au LLM puis qui prenne une décision. Ce n'est pas juste du code statique que je génère, j'ai besoin d'aller reprendre une décision pour interagir à nouveau avec l'environnement selon ce qui a été perçu. Alors, je vais plutôt y aller avec une approche dans ce genre-là. Je vais dire, tu vas utiliser une requête qui va d'abord convertir l'audio en texte. Donc, il va me générer un code pour ça, il va l'exécuter. Et je vais lui dire, là, j'y vais vraiment de façon excessivement simple. Je dis, tu vas mettre le contenu dans un fichier temporaire. Et là, je vais retourner à mon LLM. Je dis, charge ce contenu-là, mets-le dans le prompt, dans la requête, et évalue toi-même en tant que langage, de large modèle de langage, si c'est un contenu positif et négatif. Et selon ton interprétation, là, tu vas faire une action qui va être de mettre ça dans un tableau, peu importe. Donc, cette espèce de rétroaction-là, où j'ai une décision à prendre, où j'ai une analyse de mon environnement, c'est ça, un agent. J'ai posé une action, j'ai eu une observation, et maintenant, je pose une nouvelle action basée sur l'observation que je fais. Sachant très bien qu'une suite d'actions va mener à différents chemins, puis je vais interagir, je vais me promener dans mon environnement. Puis quand je dis environnement, je ne parle pas nécessairement d'un environnement physique. Dans ce cas-ci, c'est plus qu'un environnement logiciel. Mais cette interaction-là entre les outils et un modèle qui est capable de raisonner, c'est ce qui fait que les agents IA actuellement sont de plus en plus utilisés et ont une certaine puissance qu'on n'avait pas avant avec des logiciels plutôt statiques, avec des règles écrites à la main. Donc, c'est quoi les types d'agents qu'on a? Les types d'agents qu'on a, comme je vous dis, les agents, ça ne date pas d'hier. Et vouloir créer des catégories et écrire, bien ça, c'est tel type, c'est toujours un peu difficile parce que c'est une science qui évolue. Mais si je devais faire un topo général, on commence par l'agent le plus simple en haut à gauche, qui est un réflexe simple. Le réflexe simple, c'est essentiellement un logiciel qui perçoit quelque chose et qui fait une action sans avoir vraiment un raisonnement complexe. J'ai un système qui détecte une personne. J'ai une caméra, par exemple, qui observe une pièce et quand que je détecte qu'une personne est dans la pièce, j'allume la lumière. C'est assez... Oui, j'ai de la reconnaissance d'image à faire. Oui, j'ai du contrôle à faire sur un système IoT, mais au final, je veux dire, c'est un réflexe. Stimulus, réflexe, action. Ensuite, je peux avoir un agent qu'on dit réflexe avec modèle. C'est que là, j'ai un modèle de l'environnement, et ça, c'est plus les agents, par exemple, les voitures autonomes. Une voiture autonome va percevoir des choses dans son environnement, mais il va également avoir un historique de ses actions du passé. Et, par exemple, une voiture qui roule et qui voit qu'elle est en train de dépasser une ligne parce que le conducteur n'est pas attentif, va vouloir corriger la trajectoire pour revenir au centre de la route. Il y a une certaine histoire, une certaine compréhension de l'environnement, sachant, bien, je roule, je dépasse la ligne, je reviens au centre, j'ai une action que je fais, mais ce n'est pas juste une action réflexe purement aveugle, c'est en fonction de ce que je suis en train de faire et ce que je cherche à corriger. Donc, les voitures intelligentes, c'est des exemples d'agents réflexes avec modèle. On peut aller un peu plus loin. On peut aller avec des objectifs. Donc là, je suis un logiciel, je veux gérer l'inventaire dans un entrepôt. Bien, j'ai plusieurs
tâches à faire pour atteindre mon objectif final. Moi, je veux m'assurer d'avoir, je ne sais pas moi, capable de sortir en continu un produit fini de mon usine, puis il ne faut pas que j'ai d'arrêt de service. Mais j'ai plusieurs choses à coordonner. Je ne suis pas uniquement en train de me concentrer sur un seul élément précis. Je suis en train d'avoir une vision, une planification. Si je fais ça, puis après je fais ça, puis après je fais ça, bien là, la séquence va faire en sorte que je vais atteindre mon objectif. Donc, j'ai une espèce de but qui est dans un horizon de temps un peu plus loin, puis qui demande plusieurs décisions différentes pour y arriver. Il y a des agents avec apprentissage. Ça, c'est qu'on va faire une rétroaction sur ce qui se passe pour corriger le tir puis arriver à produire un résultat désiré. Netflix, c'est un exemple d'agent avec apprentissage. Vous allez écouter un film d'action, il va vous suggérer ensuite d'autres films à écouter basés sur ce que vous avez écouté. Dépendamment si vous cliquez ou non sur les suggestions, lui, il va se faire mettre à jour sa politique, il va dire « Ah, ça a fonctionné, ça a fait que ça fait 8 heures qu'il écoute des films puis il continue. Je vais continuer d'y envoyer ce même contenu-là parce que ça fonctionne. » Votre fil Facebook, c'est la même chose. Ça fait 17 reels que la personne écoute avec des chats. Je vais continuer d'envoyer des reels de chats parce que c'est ça qui marche avec cette personne-là. Ou là, j'ai montré un reel de sport, de basketball. Elle n'a pas du tout cliqué. Probablement que ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse à ce sport-là particulièrement. Donc, il y a un apprentissage qui se fait et l'agent essaie de corriger sa politique selon comment l'environnement réagit. Donc, il y a un apprentissage. Utilitaire, c'est un peu avec objectif, mais avec objectif multiple qui implique des compromis. Quand je vais aller sur Google Maps et que je me dis je veux me rendre à telle place qui est à 2 heures de route de la maison, il va souvent me suggérer plusieurs trajets, puis il va y avoir différents critères. Peut-être que tu veux te rendre là le plus rapidement possible, mais peut-être que tu veux limiter ta consommation d'énergie. Donc, je vais te faire prendre telle route qui va te rajouter 3 minutes, mais vu que ça va être de la grande route où est-ce que tu consommes moins de carburant, bien, c'est meilleur pour l'environnement, il va y avoir moins d'arrêts, moins de départs. Donc, c'est des objectifs qui sont souvent en contradiction les uns envers les autres. Oui, tu vas arriver plus vite, mais tu vas dépenser plus d'essence. Tu vas arriver plus lentement, plus tard, mais tu vas sauver l'énergie. Et là, l'agent tente de faire un compromis, tente de trouver un équilibre. On peut penser peut-être à la théorie des jeux quand on regarde ça, mais il n'y a pas une seule réponse optimale, c'est de choisir entre plusieurs objectifs qui sont en opposition souvent. Et plus loin, on peut aller dans des agents hiérarchiques. Et là, on peut penser à un robot humanoïde. Vous avez peut-être vu certaines vidéos récemment où est-ce qu'on de plus en plus impressionnant ce que les robots arrivent à faire. Le robot humanoïde, ce n'est pas un seul agent central qui contrôle tout le robot. Souvent, il va y avoir une hiérarchie. Il va y avoir un agent, par exemple, qui va être responsable d'actionner la main et s'assurer que la préhension va permettre d'aller chercher un objet et ne pas l'échapper. Mais au-dessus de ça, je vais avoir peut-être un agent de plus haut niveau qui va dire, bien, moi, j'ai un besoin de prendre l'objet. Donc, je ne veux pas commencer à gérer tout le détail de la préhension. C'est un autre agent qui va prendre le dessus et qui va interagir avec les actionnaires, les capteurs pour le faire. Mais j'ai un agent au-dessus qui va donner des tâches. Puis, en fait, le corps humain, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, dans le sens que quand on fait des actions, souvent, ce n'est pas notre cerveau qui va penser, bien là, mets ta main là, ferme la main, prends la chose. Il y a comme une espèce de séquence qui s'enclenche parce qu'on a une hiérarchie qui nous permet de fonctionner, sinon on serait complètement inondé d'éléments à adresser pour être capable de fonctionner. Ça ne serait pas pratique. Et finalement, le dernier, et à mon avis le plus intéressant, c'est les agents multiples. Et là, c'est plein d'agents indépendants qui sont dans des environnements communs et qui ont chacun des choses à faire, mais qui peuvent aussi travailler en équipe pour accomplir des objectifs. Imaginez des robots dans un entrepôt qui vont chercher différentes choses, qui doivent amener du contenu. Peut-être que des fois, il y a des robots qui vont devoir travailler ensemble pour déplacer une charge qui est très lourde. Si ce n'est pas de travailler ensemble, ils vont essayer de ne pas se nuire, du moins, de ne pas aller bloquer le chemin d'un autre robot en sachant qu'il y a besoin de passer à tel moment. Et il n'y a rien qui nous empêche d'avoir des logiciels qui font la même chose. Donc, imaginez que j'ai plein d'agents, c'est comme une espèce de serveur avec plein de logiciels qui roulent et chacun a des tâches à faire. Et c'est comme si j'avais, d'une certaine façon, des employés dans une grande entreprise qui travaillaient et qui avaient chacun leur rôle et il y avait une interaction entre les agents.
Et c'est un peu vers ça qu'on se dirige maintenant. Et c'est un peu ça parfois qui peut effrayer, c'est de dire, bien, j'ai des agents, je vais avoir plein d'instances d'agents qui vont faire différentes choses. Comment je vais savoir ce qui va se passer réellement? Parce qu'il y a des risques. Il y a des risques à ça. On donne maintenant à un logiciel la possibilité d'agir. On n'est pas juste en train de percevoir et répondre à une requête, on est en train de poser des actions. Si un agent se trompe, bien, il peut littéralement briser des choses dans le système. Un robot qui ne fait pas la bonne tâche, qui va échapper quelque chose ou qui va aller se coincer dans un coin puis empêcher les autres de circuler, c'est un problème majeur. Ça va venir affecter mon entreprise. De la même façon qu'un agent qui décide de générer du code Python puis de l'exécuter, puis il n'exécute pas le bon code ou il fait quelque chose qui demande trop de ressources, il vient complètement bloquer les autres processus logiciels, c'est un problème. Donc, c'est un élément, je dirais, qui est en train de se discuter parce qu'on n'a pas toutes les réponses, mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préférer confiner les agents. Donc, j'ai un agent qui va générer du code Python, bien, je vais le faire rouler sur une machine virtuelle. Je ne vais pas lui donner accès à toute l'infrastructure informatique de mon entreprise parce que d'un coup, il commence à effacer des choses parce que je lui ai demandé de trouver de l'espace libre, puis il a dit « Parfait, on va effacer des choses, ça va créer l'espace libre. Ah, j'ai mal fait ma requête. Là, il est trop tard, il a déjà effacé la moitié du contenu de l'entreprise. » Fait que c'est un vrai problème, tu sais, je veux dire, ça a l'air, mais tu sais, puis là, imaginez maintenant que j'ai différents logiciels comme ça, qui sont des agents indépendants, qui interagissent entre eux. Comment êtes-vous capable d'anticiper qu'est-ce qui va se passer dans tant de temps une fois que les agents travaillent ensemble? C'est déjà difficile de savoir ce qu'un seul LLM va produire comme sortie. Il faut souvent lui donner plusieurs précisions. Imaginez que vous avez plein de LLM qui fonctionnent de façon indépendante, qui ont des objectifs communs ou opposés. Puis là, vous lâchez ça sur votre architecture, puis vous espérez que tout va bien se passer. C'est très, très complexe. Donc, en ce moment, une des choses avec les agents, bien, c'est qu'on réalise que c'est très puissant, mais c'est également de plus en plus difficile de savoir comment ils vont fonctionner. Puis là, si j'étais quelqu'un de science-fiction, je dirais, bien, les agents, c'est un peu comme dans les films où est-ce que l'intelligence artificielle commence à contrôler des robots, puis là, bien, elle décide qu'elle veut prendre le contrôle, puis maintenant qu'ils sont capables de créer des actions dans notre environnement, bien, on vient de franchir l'étape qu'il ne fallait pas franchir, où on donne les pleins pouvoirs à des logiciels qu'on a de la misère dont la misère à prédire les prédictions à court et moyen terme. Donc, j'achève, parce que je veux garder du temps pour les questions. C'est quoi la suite? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il y a une forte demande pour les agents en ce moment. Très, très forte demande. Les entreprises misent beaucoup là-dessus. Puis pas juste les entreprises, les organisations en général, avec ou sans but lucratif. Peut-être que certaines attentes sont trop élevées. On fait miroiter beaucoup de choses. Je mets l'exemple d'NVIDIA ici, qui est évidemment fabricant de cartes de GPU, qui ne fournit pas la demande et connaît un très grand succès parce que tout le monde veut investir dans les agents. Les entreprises disent on n'aura plus besoin d'embaucher des employés pour répondre au téléphone, ça va être des agents, on va avoir on va pouvoir gérer notre effectif de façon très dynamique parce que c'est des agents logiciels, donc je peux avoir un jour 2000 réceptionnistes puis 10 secrétaires. Le lendemain, j'ai 20 réceptionnistes puis j'ai 1000 secrétaires. C'est des logiciels essentiellement que j'instancie puis que j'active, je désactive. Donc, il y a beaucoup de promesses qui se font. Comme organisation à l'Université de Sherbrooke, on est également confronté à ça. Comment que les agents peuvent, par exemple, être utilisés pour de l'aide à l'enseignement, comment qu'on peut l'utiliser comme aide à la recherche. C'est des questions qu'on se pose aussi. Moi, je dirais qu'il faut être prudent. Je pense qu'il y a une certaine bulle en ce moment, en toute honnêteté, où est-ce qu'on a beaucoup d'attentes. Quand on arrive dans le pratico-pratique, on réalise que oui, les agents sont très utiles, mais ils ont quand même leurs limites. Donc, entre le discours de marketing puis la réalité, des fois, il y a une certaine différence. Mais, encore une fois, je suis qui, moi, pour vous dire dans 6 mois, ça va être rendu comme ça ou comme ci? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un engouement, puis que l'année 2025, c'était l'année des agents IA, je crois.
Puis, je ne vois pas de tendance, du moins à court terme, pour que ça ne soit pas encore le cas en 2026. Je crois que c'est encore ça qu'on va poursuivre. Puis, on va peut-être avoir de belles ou de moins bonnes surprises. Mais définitivement, il y a quelque chose à aller chercher avec les agents. Puis, on est au début de plusieurs années, je crois, de réalisation scientifique avec ça. Merci énormément, François. Alors, on a une demi-heure encore avec François. On comprend qu'il y aura des « J'ai vu ta main ». On comprend qu'il y a des gens qui, peut-être à 1 heure, ont déjà des engagements. On a des gens en ligne. On a un canal de discussion que Catherine anime pour les questions à distance. Donc, si vous avez des questions à distance, tapez vos questions. Catherine va nous les relayer. On va les répéter. On y répondra. Avant que j'oublie, j'ai des remerciements à faire. Oussem à la caméra. Imad à la console, l'équipe de direction, l'équipe de soutien, vous savez qui vous êtes. Les communications m'ont censuré, ils ont dit, c'est surtout les étudiants qui sont ici aujourd'hui puis qui nous aident, qui sont les personnes qui sont en grande vedette, parce que c'est vous qui allez prendre ça puis mener ça dans le monde, je suis certain. Combien vont aller coder un Python en rentrant de cette conférence-là? Il y a du monde qui sourit, c'est parce qu'ils vont aller essayer. Alors... Faites attention. Faites attention. Donc, j'ai vu une première main ici, Paul Charette, puis ensuite, on a Céline. Moi, je suis un peu naïf face à l'IA, puis j'essaie de voir le plus de présentations possible. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a vraiment déstabilisé. Au début, je me disais, c'est juste du pattern matching, c'est comme si tu prends, puis les gens disaient, c'est l'apocalypse, ça va causer la fin du monde. Puis je me disais naïvement, non, si tu prends 1 million de pigeons, tu les entraînes à faire une tâche qui est plus précise qu'un humain, les pigeons ne vont jamais décider d'eux-mêmes de, par exemple, prendre le contrôle de la Terre, ou des choses comme ça. Oui. Cependant, ce qui m'a vraiment quand même déstabilisé dans une des présentations que j'ai entendues à l'Institut quantique qui était excellente, c'est que, si j'ai bien compris, tu me corrigeras si je me trompe, il semble avoir aucun moyen d'avoir un système qui limite des dommages potentiels causés par un agent. Sans parler de gouvernements malveillants, par exemple, qui pourraient faire ça de manière sciemment. Comme si on pense à l'auteur Isaac Asimov avec ses trois lois de la robotique. Première loi, le robot ne peut pas faire de mal à un humain. Deuxième loi, le robot doit toujours obéir à l'humain. Troisième loi, le robot doit se protéger si ça ne contrevient pas aux 2 premières lois. Ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il semble n'y avoir aucun moyen, même selon les théoriciens, pour limiter un agent avec ce genre de loi-là qui fait que, si on pourrait passer des lois, par exemple, que tu ne peux pas mettre sur le marché des agents qui n'ont pas ces lois-là, il n'y a pas moyen en ce moment de garantir, même avec la bienveillance qu'un agent pourrait pas indirectement causer des dommages importants. Comme l'exemple que tu donnais, trouve-moi plus de mémoire, puis efface instantanément la mémoire de tous les ordi sur la planète, par exemple, chose du genre. Merci, Paul. Ta question est tout à fait d'actualité, je pourrais dire. En fait, ce que j'amènerais d'abord, c'est qu'effectivement, c'est difficile de pouvoir baliser un agent parce que le LLM en soi, c'est une grosse boîte noire. C'est un réseau avec des milliards de paramètres et ce n'est pas interprétable, ce qui se passe dans ce réseau-là. Donc, comme tu dis, c'est du pattern matching, mais extrêmement abstrait. Donc, le défi à la base, c'est qu'on a un agent qui raisonne, mais son outil de raisonnement est une boîte noire qu'on ne peut pas forcément expliquer de A à Z. Donc, et de tester toutes les combinaisons sur la boîte noire, ce n'est pas non plus possible, parce qu'il y en a trop. Donc, je ne peux pas dire je vais tester toutes, je vais m'assurer que mon système fonctionne, qu'il est sécuritaire. Je vais toujours potentiellement pouvoir avoir des surprises. Donc, d'un point de vue théorique, effectivement, j'ai une boîte noire qui est... même si elle est déterministe, parce qu'en fait, si je fais fi du concept de température, un LLM, c'est déterministe. Si j'envoie exactement la même chose, à chaque fois, ça va prédire la même sortie. La température fait que c'est un peu aléatoire, mais c'est déterministe, mais il y a trop de possibilités. Donc, je ne suis pas capable de pouvoir tout couvrir. Donc, effectivement, je ne peux pas garantir la sécurité de ça. Ce qui est une solution, à mon avis, temporaire, c'est ce que j'ai amené un peu le contingentement. C'est-à-dire que j'ai un agent, mais je limite son environnement où il peut interagir. J'ai un robot, il reste dans le lab. Bon, il va peut-être foncer dans les murs, il va peut-être casser 2-3 trucs dans le lab, mais au final, il va rester pris dans son environnement. Donc, le contingentement, à mon avis, c'est une façon en ce moment de le faire. Le problème, c'est que qu'est-ce qui m'empêche de ne pas contingenter mon agent? Fait que
oui, c'est un problème. C'est un réel problème. Et puis, je n'ai pas la réponse non plus. Ton inquiétude est tout à fait valide. Après ça, c'est comment qu'on... Je regarde les voitures autonomes, par exemple. Les voitures autonomes, théoriquement, on pourrait en avoir sur les routes demain matin, puis vraiment se fier à ça, mais on a décidé en tant que société qu'on n'était pas encore assez à l'aise pour laisser des voitures autonomes évoluer dans tous les environnements, donc on les limite. Donc, je pense que les agents, en ce moment, c'est un peu la première chose qu'on peut faire. Moi, ce que j'espère, puis ça, bien, c'est peut-être naïf, mais il y a beaucoup de recherches qui vont dans ce sens-là, c'est que j'aimerais ça qu'on puisse mieux interpréter nos réseaux de neurones, nos LLM qu'on utilise. Parce que tant que ce sera une boîte noire, on ne pourra pas bien comprendre ce qui s'en vient. Mais peut-être qu'éventuellement, on va avoir une technologie où on dit, bien, on a la même capacité de modélisation, mais on peut interpréter maintenant ce qui se passe dans l'engin. Et en l'interprétant, on peut mettre des balises à différents moments puis s'assurer que ça ne dérape pas. Moi, c'est mon espoir qu'on aille vers des modèles qu'on peut interpréter et comprendre, et non pas juste des boîtes noires. Malheureusement, j'aurais tendance à dire que la tendance est dans l'autre sens. On veut des modèles de plus en plus gros, de plus en plus abstraits, puis qu'on comprend de moins en moins. Donc, peut-être qu'on va être surpris, peut-être voir des découvertes éventuellement, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement l'année prochaine qu'on va avoir ce genre de solution-là. Bonjour. Je vais essayer de poser ma question si j'ai tout bien compris là, mais ce que j'ai compris, c'est que pour l'instant, la prise de décision, elle se fait à partir d'une commande humaine qui lui dit « je voudrais que tu prennes une décision sur tel et tel sujet ». Ma question, c'est si deux agents coopèrent, mettons, puis qu'eux, ils estiment que ta question elle était mal formulée ou que ta demande de décision n'est pas adéquate, est-ce que c'est possible que ces agents ils décident de reformater non seulement la manière dont ils prennent la décision, mais même la question qui était sous-jacente, puis qu'ils te surprennent toi-même en te disant « OK ». Oui, malheureusement, oui. Puis, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe à quel niveau à ce moment-là? En fait, c'est que là, j'ai montré un exemple où je faisais une requête. Le LLM tentait de répondre à ma question, puis faisait peut-être quelques étapes intermédiaires pour y parvenir. Mais on peut penser à quelque chose de beaucoup plus... avec beaucoup plus de liberté, où est-ce que je dis à un agent... disons, ton but, c'est que, mais mettons sur un robot, par exemple. Ton but, c'est de rester debout et de ne pas tomber. Si tu tombes, te relever. Et puis là, je le laisse dans une pièce. Et puis là, si je le pousse, il va essayer de trouver son équilibre, tout ça. Mais à un moment donné, ce robot-là va faire des planifications, puis il va peut-être découvrir, dire, si je m'en vais dans tel coin de la pièce, puis que je reste vraiment loin de tout le monde, je ne pourrais pas tomber. Fait qu'il va commencer à avoir des comportements que je n'avais pas dit d'aller dans le coin. Mais lui, il a comme réalisé que par essai-erreur, s'il faisait ça, ça l'aidait à atteindre ses objectifs. Fait que oui, éventuellement, si je donne des buts très haut niveau, il y a des comportements qui peuvent survenir qu'on n'avait pas nécessairement anticipés. Puis là, comme tu le dis très bien, si j'ai plusieurs agents ensemble, est-ce que les robots vont se tenir entre eux, par exemple, pour ne pas tomber? Puis là, je dis, finalement, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais des robots, je sais pas moi, des robots serveurs dans une soirée qui amènent des plats, puis je voulais pas qu'ils tombent, mais là, ils sont tous dans le coin à se tenir entre eux parce qu'ils ne veulent pas tomber. Puis cet objectif-là a dominé sur l'objectif initial, tu sais. Puis c'est très dur, effectivement, à prédire. Donc il y aurait une forme de créativité potentielle. Oui, c'est qu'on explore, tu sais, essentiellement, c'est comme un espace mathématique qu'on explore, qu'on tente d'optimiser avec tellement de dimensions que si on n'a pas bien encadré notre espace, on va arriver dans des zones où qu'on n'avait pas nécessairement anticipé qu'on pouvait aller parce qu'il y a trop de possibilités. Fait que c'est un peu... Puis moi, c'est ce que je trouve qui est intéressant, mais c'est qui fait que c'est un problème très challengeant parce que est-ce qu'en tant que concepteur, on peut penser à tous les cas où il faut juste laisser le robot aller puis essayer de l'améliorer, mais à quel coup qu'on le laisse expérimenter? Puis des fois, on va faire beaucoup de choses en simulation avant d'aller dans l'environnement réel. En simulation, si on casse de quoi, c'est moins grave. Mais des fois, la simulation n'est pas assez réaliste, donc il faut vraiment aller dans la vraie vie. Alors, la première question, en dehors de l'écriture des algorithmes et de la gouvernance des agents, quel rôle, proportion, responsabilité des humains dans les tâches de sélection des corpus d'annotation des données ou de supervision des entraînements? Mettons, a priori, je dirais qu'il y a beaucoup de... La plupart des données qu'on utilise pour entraîner nos LLM, c'est des données qui sont... en anglais, on dit « self-supervised », c'est-à-dire qu'on a des textes, on a des contenus, puis on n'a pas vraiment d'annotation à faire. Comme j'ai expliqué un peu tout à l'heure, on donne des sections de phrases et on masque volontairement la suite.
puis le système tente de compléter. Donc, la donnée en tant que telle est déjà présente. C'est du texte qui était en ligne qu'on a eu accès. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a fait de l'annotation. Parce que l'annotation, ça pourrait être, par exemple, je fais de la reconnaissance d'images, j'ai des photos de véhicules et je dois encadrer les véhicules sur la photo, puis j'envoie ça à une intelligence artificielle, puis on peut apprendre de ça. Donc, l'annotation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est moins nécessaire dans le cas d'LLM. Maintenant, où est-ce que l'humain peut être utilisé? C'est pour décider quel type de données vont être envoyées au LLM pour faire de l'entraînement. Et c'est là que le biais peut devenir important. Donc, si j'envoie des ensembles de données qui sont biaisés, par exemple, je donne toujours cet exemple-là parce que je pense que c'est pertinent. Si j'ai 50 ans de texte et puis que je parle dans les textes d'ingénieurs, bien, dans le passé, on sait que c'était... Bien, encore aujourd'hui, il y a plus d'hommes que de femmes, même si c'est un ratio qui tend à changer. Mais c'est sûr que mon ensemble de données va avoir un a priori pour dire que ingénieur égale homme. Donc, si je fais une réflexion puis il y a un ingénieur, tout de suite, il va supposer que c'est un homme. Donc, l'humain a peut-être un rôle à jouer là-dedans, à s'assurer que les ensembles de données qu'on envoie ne sont pas biaisés. Donc, ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'au niveau des agents, quand ils vont prendre des décisions, je donnais l'exemple des agents qui apprennent comme Netflix, qui va réagir à notre est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas? Bien, on peut, en tant qu'humain dans la boucle, donner une certaine rétroaction. Donc, je pense que là, tu as besoin d'agents aussi pour donner cette rétroaction-là, d'humains. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les gens dans la boucle. Puis, évidemment, si je m'éloigne de la notation puis de l'entraînement, tout ça, puis je vais plus dans l'utilisation, bien, moi, je vois les gens qui utilisent des agents, puis les agents sont un assistant, mais après ça, l'humain peut coordonner certaines tâches. Donc, à mon avis, l'humain est encore nécessaire pour avoir la vision d'ensemble. Comme je disais tantôt avec Céline, des robots où on donne des objectifs de ne pas tomber, puis que finalement, ils font complètement le contraire de ce qu'on veut, bien, c'est parce qu'à un moment donné, on a besoin d'un humain aussi pour avoir la vue d'ensemble. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, c'est un peu la place que je verrais, mais c'est toutes des suppositions que je lance parce que il n'y a pas de... Ça change très vite. Il n'y a pas comme une seule réponse qui s'applique à tous les cas. Que penses-tu des modèles de monde comme ceux proposés par Yann LeCun? Le monde dans lequel on vit, c'est un certain langage, si on veut. La physique qui nous entoure. Quand on grandit dans un environnement, on fait des liens. On comprend que si on lâche un objet, il va tomber au sol. On ne l'a pas lu, ça, quelque part. On l'a expérimenté. Puis on a conçu un modèle du monde dans notre tête pour être capable de faire ces liens-là. Puis moi, je pense que c'est une avenue intéressante parce que c'est mieux maintenant, mais au début des modèles de langage, ce qu'on constatait notamment, c'est que les modèles avaient beaucoup de misère avec la notion spatio-temporelle. Donc, je lui disais, par exemple, comment tu... je te donne une douzaine d'œufs, comment tu les placerais dans un sac pour les transporter? Puis là, il disait des affaires complètement loufoques. Là, tu les mets 8 un par-dessus l'autre, puis ça va être correct. Il dit, non, ça ne peut pas fonctionner. La physique fait que ça va tomber. Donc, le modèle n'avait pas compris ces éléments-là. Puis de plus en plus, ce qu'on essaie de faire, c'est justement introduire des notions de physique dans nos modèles pour qu'on n'ait pas besoin de décrire textuellement certaines choses, que ce soit une évidence même par le fait qu'il y a des relations entre les différentes instances qui évoluent. Fait que j'aime bien cette approche-là. Si c'est bien à ça que ça faisait référence, mais je pense que c'est ça que la question nommait. Puis moi, ce que j'aime de ce genre de réalité-là, c'est que j'imagine, par exemple, juste une vidéo où on filme des gens, des objets, puis qu'on réussit à capturer l'essence même de c'est quoi le modèle de l'environnement, justement, comprendre certaines forces, comprendre que les gens dans la pièce, ils ne seront pas une personne par-dessus l'autre. Il y a comme quelque chose qui fait que les gens ils sont au même niveau. Comprendre des relations comme ça qui sont juste possibles par observation, puis pas parce que quelqu'un a décrit dans un livre ou dans un article que ça ne se pouvait pas d'empiler des gens un par-dessus l'autre parce que c'était pas physiquement possible. Ma question, c'est plus sur l'impact au niveau individuel, si on devrait ou non utiliser des agents. Mais d'abord, comme ChatGPT, il y a des
des outils faciles d'accès pour que tout le monde puisse les utiliser en ce moment. C'est quoi les outils qui existent pour que n'importe qui puisse créer des agents pour eux-mêmes? Est-ce qu'il y en a en ce moment ou c'est plus à l'échelle de commandes spéciales des entreprises, choses comme ça? Bien, bon, là, je te dirais un outil aujourd'hui, puis mettons, la vidéo serait mise en ligne dans 2 semaines, puis peut-être que ça serait pas... moi, ce que j'aime bien, personnellement, puis il y a cette tendance-là, c'est que il y a des outils qui sont des services en ligne, comme OpenAI avec ChatGPT, mais il y a aussi des efforts que c'est pour créer des modèles qui sont... qui peuvent être complètement hors ligne, donc qui peuvent être déployés sur des machines locales. Je pense par exemple à Llama, qui est les modèles qui ont été créés par Meta. Donc, essentiellement, l'entreprise, pour ceux qui connaissent moins, c'est l'entreprise entraîne son réseau de neurones, a des milliards de paramètres et met en ligne carrément tous les paramètres accessibles à tout le monde. Donc, moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça permet d'expérimenter localement. Ça évite d'avoir à envoyer ces données à l'extérieur. Ça permet aussi de figer l'architecture parce que OpenAI peut faire des mises à jour puis ils ne vont pas nécessairement te le dire. Fait que si tu veux faire des expériences, c'est un LLM qui est figé dans le temps. Je pense que c'est intéressant. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est jouer avec ces outils-là qui peuvent être déployés localement. Puis l'autre chose aussi, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher le réseau le plus avancé. Des fois, tu as des versions allégées, si je peux dire, avec moins de paramètres, mais qui sont quand même ce qu'on appelle les Small Model Language. Ils sont quand même très bons, étonnamment. Fait que tu peux aller chercher, expérimenter, puis voir jusqu'où tu peux aller avec des modèles plus simples qui vont te permettre d'aller plus vite dans tes expériences parce qu'à chaque fois que tu roules le réseau, ça prend du temps. Donc, j'irais vers des trucs plus ouverts que tu peux rouler localement. La deuxième partie de la question par rapport à l'impact individuel, c'est que ChatGPT, à chaque requête, ça dépense beaucoup d'énergie, une certaine quantité. Oui. À quel point par quel facteur je multiplie mon impact en utilisant un agent? C'est-tu x10, x1000, x100, versus sauver un certain nombre de minutes par jour à gérer mes courriels? Ça vaut-tu vraiment la peine? À quel point c'est vraiment plus polluant qu'un ChatGPT, par exemple? Bien, ce que je peux te dire, c'est certain, c'est que il y a 2 choses. Ce qui est vraiment polluant, à la base, c'est l'entraînement. Bon, ça, c'est une chose. Une fois que c'est entraîné, les paramètres sont statiques, on ne touche plus. Donc, il y a comme un coût initial, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de monde qui utilise des agents, les entreprises vont vouloir créer des nouveaux LLM, donc il va y avoir une charge environnementale à les entraîner. Une fois que ça, c'est fait, c'est mon coût de base. Après ça, il y a chaque requête qui va... encore là, comme je te disais, l'idée d'avoir quelque chose de local, moi, je pense que c'est une première bonne étape. Parce que tu peux avoir des modèles plus petits et tu n'as pas à faire la communication pour aller sur un centre de données à l'extérieur, faire le traitement, le ramener. Maintenant, est-ce que tu vas sauver de l'énergie versus toi qui le fais manuellement? C'est une bonne question. Ça dépend vraiment de la tâche, je te dirais. Il y a des tâches que le LLM va être capable de faire très rapidement puis qu'un humain aurait peut-être passé 15 minutes à analyser. Il y a d'autres tâches où est-ce que ça va être le contraire. Fait que, je n'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que dans les entreprises, souvent, mettons, prenons un exemple, Amazon, où est-ce que les gens vont souvent, disons, ils veulent retourner un article, puis où il y a un problème technique, bien là, ils vont commencer à chatter. Ça va être un LLM qui va commencer la discussion, qui va essayer d'aiguiller la personne, comprendre c'est quoi le problème. Puis éventuellement, ce qui peut arriver, c'est que la personne va être aiguillée vers un humain, qui là va vraiment prendre en charge la tâche qui est peut-être plus complexe et spécifique. Mais moi, j'ai l'impression que d'avoir des humains qui feraient le tri au début, ça serait un gaspillage de ressources, d'une certaine façon, parce que l'LLM est plus efficace là-dessus. Par contre, là, si la personne arrive avec une question spécifique puis qu'elle tourne en rond avec des agents qui n'arrivent pas à répondre à sa question, là, ça, c'est pas rentable. Là, d'avoir un humain dans la boucle, c'est peut-être plus... Fait que je le vois comme, dépendamment de la complexité de la tâche, l'humain est utile, mais pas nécessairement à la première ligne, tu sais. Je ne sais pas si ça répond à ça. Merci beaucoup. Je vais prendre une question en ligne. J'ai vu 2 mains dans la salle. Alors, je vais en prendre une en ligne ici. Il y avait une question de Tommy Chevrette qui semble un peu aller dans le même sens là, des coûts associés au type d'entraînement pour les RAG, les RAG, l'enrichissement contextuel. Je
pense que tu y as un peu répondu. Je vais aller avec la question de Perrine Ferré. Si on voulait savoir ce qui se passe dans une boîte noire, faire une capture d'écran, un screenshot à un moment donné, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut sinon demander à l'agent de générer un output à un moment T pour quantifier la qualité de sa réponse ou de l'action qu'il va poser ou qu'il est en train de poser? Puis là, par exemple, on pourrait attribuer un indice de confiance sur sa décision, un indice de fidélité au prompt initial, un indice de risque, de danger ou de biais éthique? C'est un très bon point. Puis oui, la réponse, c'est oui. Il y a des recherches en ce sens-là. Donc, une des choses qu'on... Bien, par exemple, avec le RAG, ce qu'on peut demander, c'est que l'outil cite ses sources en donnant sa réponse. Déjà, ça a amené ça a beaucoup aidé. Ça a réduit les hallucinations. Ça ne les a pas éliminées, mais ça l'a réduit quand que tu poses une question à copilote, par exemple, puis tu sors une réponse, puis il y a 4-5 sources de citer. Déjà, ça donne une idée que l'information est ancrée sur du contenu véridique. Ensuite de ça, il y a malheureusement encore le problème que... ce qu'on observe, c'est que l'agent va te répondre quelque chose avec une certitude déconcertante et tu vas dire « Non, c'est pas ça ». Puis il va dire « Ah oui, tu as raison, c'est pas ça ». Puis il va te répondre une autre affaire encore avec la même certitude, mais qui va dans l'autre direction. Ça, c'est un problème qui n'est pas encore réglé. Bon, moi, comment je verrais ça? Naïvement, une chose qui serait intéressante, c'est d'avoir plusieurs LLM différents, leur poser la même question, puis voir s'il y a un consensus qui émerge de ça. Donc, à défaut de pouvoir aller, on dirait en anglais, prober à l'intérieur ce qui se passe, bien, avec plusieurs experts qui me génèrent une réponse, si j'ai un consensus sur ma réponse, je peux avoir un plus grand degré de confiance. Mais ça reste souvent, ce qui encourage justement, comme dans la question disait, c'est de demander à l'agent de détailler son processus qui l'a amené à la réponse. Donc, le fait de le forcer à avoir des points de contrôle dans son raisonnement, des fois, ça l'empêche de halluciner quelque chose qui est complètement faux. Mais encore une fois, l'hallucination en ce moment, puis les réponses qui ne sont pas nécessairement bonnes, puis d'avoir un degré de confiance là-dessus, ça reste un domaine ouvert, puis c'est un des plus gros problèmes parce que on ne peut pas se fier à 100% sur la qualité de la réponse. Merci beaucoup. OpenAI a lancé un modèle mis publiquement dans la dernière semaine à très peu de paramètres pour permettre de sonder un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur. Je n'ai pas eu le temps de sonder ça. Est-ce que tu as vu ça passer? Non, c'est trop récent. C'est trop récent, mais ça vient juste d'être lancé. Ce n'est pas un modèle, disons, de production, mais c'est un modèle d'expérimentation pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc, peut-être à explorer. Bien, c'est un peu comme je disais à Paul tantôt, c'est que le moins opaque sera les boîtes des engins de LLM, le mieux on va se porter parce qu'on va être capable de comprendre ce qui s'est passé étape après étape. Le problème, c'est que, comme tu dis, ils ont réduit le nombre de paramètres, ça l'aide, mais quand on est dans des dizaines, voire des centaines de milliards de paramètres, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin un peu. Fait que, On a une question ici dans la salle. Oui. Merci, François. Premièrement, c'était super intéressant comme présentation. Ma question, tu l'as anticipé un peu au départ de ta présentation, mais je suis quand même curieux d'avoir ton intuition personnelle là-dessus. Moi, comme roboticien, j'aime ça aussi dire que la meilleure solution, ça va être l'alliance entre l'humain et la machine. Ouais. Mais la réalité, c'est que le cimetière des métiers, il est comme infini puis il grandit tout le temps. Fait qu'avec les plus récents développements en IA, c'est quoi que tu penses? C'est qui les prochains allumeurs de réverbères ou les prochains télégraphistes? Allumeurs de réverbères, c'est bon ça. Moi, je pense que, un peu comme je mentionnais avec l'exemple d'Amazon, tout ce qui est service à la clientèle, la première ligne, donc vraiment être capable de répondre à des questions assez directes de la part des utilisateurs, ça, à mon avis, malheureusement, ça va être de moins en moins effectué par des personnes. Mais le bon côté de la chose, c'est que j'ai l'impression qu'on va rediriger les ressources à justement des cas plus complexes où est-ce que l'humain va être mis plus à contribution. Tout ce qui est
mettons, les emplois qui visent à, exemple, là, adjoint administratif, qui va faire de la planification d'un horaire, écrire, contacter des gens, tout ça. Toute cette espèce de tâche-là qui est facilitée déjà par les technologies, bien là, avec un agent qui est capable d'interagir, j'ai l'impression que ça va aussi être affecté. Mettons que je vais dans l'autre sens, là. Les emplois qui, à mon avis, ne vont pas facilement disparaître, c'est tous les emplois où est-ce qu'il y a un rapport humain. Okay? Donc, je sais qu'il y a des gens maintenant qui se confient à ChatGPT et qui l'utilisent comme psychologue, mais je crois quand même que tout ce qui est rapport humain, où est-ce qu'il y a un lien de confiance, il va falloir qu'il y ait un humain. Tout ce qui est emploi, où est-ce qu'on a par exemple, tu fais de la robotique, mais à un certain point, à un moment donné, il faut que le robot il soit construit, puis il soit assemblé, puis il soit testé. Tu as besoin d'interagir physiquement avec ton monde. Ça aussi, je pense que tout emploi, il y a une interaction physique. Là-dessus, l'humain est encore beaucoup plus... une meilleure dextérité que les robots, puis est irremplaçable. Donc, je pense que ça va juste faire en sorte que les gens vont développer des aptitudes un peu plus polyvalentes. Puis peut-être que les tâches un peu plus redondantes, le fait de les faire faire par des agents, ça va amener quelque chose où il va y avoir d'autres options qui vont s'ouvrir, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, mais moi, ce que je vois en ce moment, c'est que les entreprises, en programmation, par exemple, on a de moins en moins les grosses entreprises engagent moins des développeurs juniors. Ils vont avoir des développeurs seniors qui vont superviser des agents qui vont faire du développement de code junior. Le problème, par contre, c'est qu'à un moment donné, pour devenir développeur senior, il faut que tu aies été junior à un moment donné. Fait que, tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une solution à long terme. Tu t'empêches de créer une connaissance au sein de ton organisation parce que tu remplaces les emplois des premières années par des logiciels, bien, ta relève, tu la perds aussi. Fait que, tu sais, c'est trop tôt pour dire. Moi, je pense que c'est des réflexions qui vont être importantes d'avoir. Merci beaucoup. On a encore du temps pour 2 questions. Je vais prendre une dernière question en ligne, puis après ça, je ne sais pas si dans la salle, y avait-tu déjà eu une main? Oui, OK. Donc, il avait été levé. Alors, celle en ligne, dans un modèle où on a de multiples agents, est-ce que hiérarchiquement, on est capable d'avoir un agent superviseur qui a des consignes qui peuvent limiter le champ d'action des agents, c'est hiérarchique, on va dire, inférieurs, selon des critères ensuite déterminés par l'algorithmique ou l'éthique ou des consignes strictes qui seraient données dans le code ou autre chose? Oui, parce que la hiérarchie, c'est un peu ça, c'est que tu donnes des objectifs à d'autres personnes qui en donnent à d'autres, puis qu'éventuellement, les tâches se font, puis c'est... oui, après ça, à quel point ça va être efficace, à quel point ça va permettre de bien... Tu sais, un agent... Comme je dis, c'est difficile de prédire exactement comment il va se comporter. Fait que même si tu lui dis « fais ça, fais pas ça », bien, peut-être qu'il va trouver un détour puis il va faire quelque chose qui, en réalité, n'est pas vraiment ce qu'on désire. Donc, la hiérarchie est possible, est désirable même, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas garant que ça va permettre de confiner chaque agent à une tâche spécifique. Je pense que la meilleure façon, à mon avis, c'est de limiter les outils et les actions qu'un agent peut faire. C'est sûr que si tu as un robot et tu enlèves ses jambes, bien, il ne se promènera pas dans la pièce. Il va pouvoir manipuler des choses, mais tu vas le limiter. Fait il y a probablement des choses qui peuvent être faites et dire, bon, mais si je confine chaque tâche, j'ai des agents qui sont confinés, puis après ça, j'ai quelque chose qui supervise, ça va me permettre de mieux contrôler, mais encore là, je ne serais pas convaincu que c'est la solution qui va tout régler non plus. Parce que c'est comme ça qu'on gère notre problème comme humain. C'est nous, on est encore capable de confiner, alors on va profiter de notre avantage. C'est ça, oui. Exact. Une dernière question ici, dans la salle. Allô? C'est bon? Salut. Bonjour François. Salut. Très belle présentation. Merci. Ouais. En fait, ma question va sur le sens de sécurité, en fait. Oui. S'il arriverait qu'on utilise ces LLM pour nettement poser des questions sur nos données confidentielles, est-ce que cela garantit nettement qu'elles ne sont pas exploitées également pour entraîner ces modèles sur le long terme? Est-ce que nous sommes vraiment garantis que nos informations personnelles sont assez... OK. C'est une bonne question. En fait, il y a 2 choses. Quand tu entraînes tes LLM, bon, tu fais un entraînement général. Après ça, tu peux faire c'est juste le nom anglais, mais du fine-tuning sur des données plus précises. Il y a toujours un danger que le LLM mémorise certaines choses.
Puis ça a été démontré dans le passé que si tu faisais les bonnes requêtes ou tu avais les bonnes approches, tu étais capable d'aller chercher du contenu qui avait été clairement mémorisé par le LLM. Puis, je vais vous donner un exemple tout bête, là, mais si tu demandes à un LLM qui a une capacité de faire de la génération d'images, tu demandes de te dessiner un plombier avec un chapeau rouge qui est capable de sauter sur des tuyaux, il va te dessiner Mario Bros. Mais pourtant, je veux dire, il n'est pas supposé avoir mémorisé cet exemple-là. Il est supposé savoir c'est quoi, puis de dessiner quelque chose. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une mémorisation qui se produit. Donc, si tu prends un LLM, tu l'adaptes à du contenu sensible, il y a encore ce danger-là qu'il mémorise le contenu sensible. À mon avis, l'avantage des RAG, par exemple, c'est que si tu limites ce que tu donnes à ton LLM dans ta fenêtre de contexte, tu peux pas, en dehors de cette fenêtre-là, il n'y a pas accès à du contenu sensible. Donc, c'est plus sécuritaire. Il n'y a rien qui est imprégné dans les poids du réseau. Tu comprends? C'est uniquement à l'inférence que ça se passe. Puis, bon, quand on fait du fine-tuning, souvent, on essaie d'éviter la mémorisation avec, on en parlait l'autre fois, la décomposition, low-rank decomposition. On essaie d'éviter de permettre au modèle de mémoriser des choses. Mais à partir du moment que tu fais un entraînement, il y a un risque de mémorisation. Donc, je resterais dans l'inférence avec des fenêtres limitées pour vraiment éviter ce genre de... Ouais. Merci énormément tout le monde. Merci aux gens à distance. Merci de vous être déplacés. Restez alertes. On va communiquer prochainement le calendrier pour la prochaine série de conférences Ingéniosité sans frontières au 3IT. Merci énormément, François. Je crois qu'on aura de quoi à ingérer pour le reste de notre journée. Merci beaucoup, puis bonne fin début d'après-midi. À bientôt. Merci.